Bonjour, bienvenue dans ce dernier module du 5e chapitre du cours de mécanique des fluides. 5e chapitre qui traite de la cinématique, c'est-à-dire de la description des mouvements fluides sans s'intéresser aux forces qui en sont à l'origine. Et dans ce cours de cinématique, le 4e module va traiter plus particulièrement de la classification générale des écoulements au voisinage d'un point. Nous allons donc regarder l'écoulement au voisinage d'un point en effectuant un zoom et localement décrire de manière très générale la géométrie de l'écoulement, ou la topologie, si vous préférez, de l'écoulement. Et dans cette classification des champs de vitesse, nous allons en particulier introduire un concept très important qui est la vorticité, qui traduit la rotation propre des particules dans l'écoulement. Comme je viens de le dire, le champ de vitesse au voisinage d'un point X peut être développé par un simple développement asymptotique, ou en anglais un développement de Taylor. Alors comme U est en fait un vecteur, et comme X est aussi un vecteur, la dérivée n'est pas un scalaire, ce n'est pas un vecteur, mais c'est simplement un tenseur, le gradient du champ de vitesse, qui comporte donc 9 composantes. C'est-à-dire la variation de U dans la direction X par rapport à X, la variation de V dans la vitesse selon Y selon X, etc., etc., etc. Donc ce gradient du champ de vitesse, que je peux peut-être écrire ici, grade de U, qui n'est rien de plus que du dx, du dy, du dz, dv dx, dv dy, dv dz, dw dx, dw dy, dw dz. Peut être de manière générale décomposé en une partie symétrique et une partie antisymétrique. On peut toujours faire ça. Alors, la partie symétrique, qui s'exprime simplement comme la demi-somme du gradient des vitesses et de transposé du gradient des vitesses, s'appelle le tenseur des taux de déformation. Il a un rôle capital dans la loi constitutive d'un fluide newtonien. La partie antisymétrique, ici représentée en bleu, est souvent notée oméga, et donc la demi-différence entre le tenseur gradient de vitesse et sa transposée. On peut en fait décomposer la partie symétrique de manière un peu plus systématique en deux morceaux. S, qui est la partie diagonale, et T, qui est une partie qui n'a pas d'élément sur diagonale, qui est une partie de trace nulle. Donc ça, c'est la décomposition la plus générale que l'on puisse effectuer pour le tenseur gradient des vitesses. Donc c'est la somme de ces deux termes ici qui constitue le tenseur des taux de déformation. Alors, attention, ici, beaucoup d'entre vous doivent se dire que vous vous êtes trompé, que vous n'avez pas choisi un cours d'algèbre. Non, cette décomposition algébrique est en fait très pertinente d'un point de vue géométrique. Alors je vais essayer ici de vous l'illustrer. Je considère donc le mouvement le plus général en un point x d'une particule que je représente de forme carrée. Le point x se déplace à une vitesse u de x et les points avoisinants se déplacent avec des vitesses légèrement différentes. Et c'est justement le gradient du champ de vitesse qui me dit comment les points au voisinage de x se transportent à une vitesse qui ressemble à u de x mais qui est légèrement différente. Ainsi, la transformation de cette particule carrée en une particule différente peut être simplement approchée au sens asymptotique de la chose, c'est-à-dire lorsque la particule est petite, elle peut être en fait approchée par la superposition de 4 effets. Le premier est bien sûr la translation à la vitesse u de x. Donc effectivement, la particule qui est centrée en x au temps 0, lorsqu'elle s'est déplacée d'une quantité u de x dt, elle se déplace essentiellement selon un mouvement de translation, c'est-à-dire que les points avoisinants vont aussi subir cette translation. Mais ce n'est pas tout. En raison de la partie antisymétrique du tenseur gradient de vitesse, il va y avoir aussi une rotation. Cette rotation s'effectue sans dilatation, c'est-à-dire que l'air est conservé, et sans déformation, c'est-à-dire que les angles de la particule sont conservés. C'est une partie purement de rotation. Il va y avoir aussi une partie dilatation pure qui correspond à la partie diagonale du gradient de vitesse, qui va donc dilater la particule sans changer les angles. Et c'est cette partie diagonale dont on peut montrer que pour un fluide incompressible, on verra ça au chapitre 6, que pour un fluide incompressible, cette partie est nulle. Il n'y a pas de dilatation possible pour un fluide qui ne peut pas se comprimer ou qui ne peut pas se dilater.
et puis une partie T, qui est la partie qui est associée à la déformation, mais qui est une partie de trace nulle. Donc cette déformation se fait sans rotation de la particule et sans variation de l'air, ici, puisque je suis en 2 dimensions, ou sans variation du volume pour une particule tridimensionnelle. Et cette décomposition est totalement générale, c'est-à-dire qu'en chaque point de l'écoulement, on peut toujours décomposer le champ de vitesse comme la somme d'une translation, qui est la vitesse au point considéré, une rotation, qui a tendance à faire tourner les particules sur elles-mêmes, une dilatation et une déformation. Si je prends l'exemple de l'écoulement de Newton entre une paroi immobile et une paroi mobile, eh bien le cisaillement pur est la somme d'un effet de rotation et d'un effet de déformation sans aucune dilatation. Cette décomposition est totalement générale et elle donne une bonne vision géométrique de ce qui peut se passer dans un écoulement. Alors maintenant, je vais m'intéresser plus spécifiquement à la partie antisymétrique oméga. Donc un résultat d'algèbre nous permet de démontrer que l'application d'un tenseur antisymétrique, qui ne possède donc que 3 informations, puisqu'il y a des zéros sur la diagonale, et que les éléments hors diagonaux de la partie inférieure sont l'opposé des éléments hors diagonaux de la partie supérieure, et bien donc que l'opération de ce tenseur antisymétrique, en 3 dimensions, peut être représentée, ou réexprimée plus exactement, comme le produit vectoriel d'un vecteur qui contient justement ces 3 informations, multipliées par le vecteur auquel on applique le tenseur. Donc quand j'applique ici le tenseur oméga au vecteur delta x, j'obtiens exactement le même résultat que si j'applique le produit vectoriel entre un vecteur qu'on appelle la vorticité, ou plus exactement ici 1/2 fois la vorticité, produit vectoriel avec delta x. Donc vous vous souvenez de ce qu'est le produit vectoriel. Le produit vectoriel, c'est une formule, donc je n'ai pas besoin de rappeler ici ce qu'est le produit vectoriel. Alors, la grande question que l'on pose, c'est comment obtenir ce vecteur. Comment, à partir du tenseur ici antisymétrique, il est possible d'obtenir le vecteur vorticité, oméga, qui va en fait pouvoir être pris en produit vectoriel avec delta x pour obtenir le même résultat. Il y a une formule très simple qui relie oméga au champ de vitesse. Oméga, donc, comme je l'ai dit, qui s'appelle la vorticité. Cette formule, c'est simplement oméga égale rotationnel de u. Alors, qu'est-ce que le rotationnel? Le rotationnel, c'est simplement l'opérateur qui applique nabla en faisant un produit vectoriel. Donc, j'écris nabla, d sur dx, d sur dy et d sur dz, que j'applique à u, v et w. Et en faisant comme ceci, j'obtiens, donc si je regarde par exemple la première composante, j'obtiens simplement dw, dy, moins dv, dz. Et vous reconnaissez justement le premier élément de ce vecteur dont j'avais besoin pour réexprimer l'action du tenseur grand oméga. Et je peux faire par exemple un autre cas, prenons la composante selon z. Donc si je veux calculer la composante selon z de ce produit vectoriel, ça va me faire simplement dv sur dx moins du sur dy. Et ça, dv sur dx moins du sur dy, c'est justement dv sur dx moins du sur dy. Donc vous voyez que ceci est la bonne construction. Donc voilà, ça c'est une manière un peu algébrique d'introduire oméga, mais quel est le sens physique de la vorticité petit oméga? Eh bien le sens physique de la vorticité, c'est le suivant. Dans un mouvement rotationnel où la vorticité rot de u est différente de 0, eh bien les particules tournent sur elles-mêmes. En revanche, lorsque le mouvement est irrotationnel, c'est-à-dire que le rotationnel de u est égal à 0, eh bien la particule dans son mouvement ne tourne pas sur elle-même. Alors, je vais vous donner un exemple qui permet de mieux comprendre cela, en simplement regardant ce qui se passe dans les tourbillons. Donc les tourbillons, ce sont des écoulements qui sont caractérisés en particulier par des lignes de courant à peu près circulaires, concentriques, ce que je vous ai représenté ici. Et voici ici l'exemple d'un tourbillon bien connu qui est le tourbillon rotation solide. Donc dans le tourbillon rotation solide, la vitesse uθ est simplement proportionnelle au rayon. Donc plus je m'écarte du centre du tourbillon, plus je tourne vite. C'est exactement ce qui se passe lorsque je mets un solide en rotation. Alors, dans ce cas, eh bien, je peux simplement calculer la vorticité. Alors je dois faire un petit peu attention. Comme l'écoulement est plan, la vorticité va avoir une composante uniquement non nulle selon l'axe EZ qui est perpendiculaire au plan de l'écoulement. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. La deuxième chose, c'est que je dois faire attention, car je ne peux pas simplement écrire nabla uθ, car je travaille en coordonnées orthoradiales, r et θ. Et dans ce cas, il y a des termes métriques. Et donc l'expression de la vorticité est celui-ci, c'est-à-dire ce n'est pas simplement d de uθ sur dr, mais c'est 1 sur r, d de r uθ sur dr. Ça, c'est à cause du changement de repère. Je suis dans un repère orthoradial. Et bien donc, appliquons cette formule. J'obtiens 1 sur r
Donc D de CR carré sur DR, ce qui me donne en fait 2R sur R, C. Les R s'en vont, et j'obtiens donc une vorticité qui est constante égale à 2C. Ce que cela signifie, c'est si je prends des particules qui sont ici sur une ligne concentrique relativement à l'extérieur du tourbillon, eh bien celle-ci tourne d'une certaine quantité qui est donnée par 2C. Et donc c'est bien un mouvement rotationnel. Et si je prends une particule sur un cercle concentrique plus petit, eh bien elle tourne exactement de la même manière, puisque la vorticité ici est constante dans le tourbillon. Un autre tourbillon modèle bien connu est le tourbillon point. Dans le cas du tourbillon point, cette fois-ci, la vitesse est hyperbolique. Donc c'est une constante C divisée par R. Dans ce cas, je réapplique la formule, et bien je trouve que oméga est simplement 1 sur R de D de RC sur R, dr. Les R se compensent. La dérivée d'une constante par rapport à R est 0. Et donc j'obtiens simplement 0. Donc ce tourbillon, qui ressemble quand même vraiment à un tourbillon, puisqu'il a des lignes de courant concentriques et circulaires, eh bien est en fait un tourbillon qui est associé à un mouvement irrotationnel. Les particules ne tournent pas sur elles-mêmes alors qu'elles tournent autour du centre du tourbillon. Donc il faut faire très très attention lorsqu'on parle de la rotation dans un écoulement. Il y a la rotation des particules, la rotation propre des particules qui est liée à la vorticité, et les centres de rotation autour desquels les trajectoires, lignes de courant dans les écoulements stationnaires sont simplement circulaires ou en tout cas concentriques et quasi-circulaires. Donc attention à cette différence. Dans la réalité, un tourbillon n'est ni un tourbillon à cœur solide rempli de vorticité, ni un tourbillon irrotationnel avec un profil hyperbolique de la vitesse uθ de R. C'est en fait, en général, le mélange des deux avec un cœur en rotation solide et une région externe irrotationnelle, avec donc un profil de vitesse de uθ qui croît linéairement en R dans la région en corps solide et qui décroît non linéairement, qui décroît en 1 sur R dans la partie dite potentielle à l'extérieur du cœur tourbillonnaire. Et c'est ce que l'on peut voir ici, par exemple, dans un tourbillon de vidange, obtenu simplement en vidangeant un liquide à travers un petit trou cylindrique dans un conteneur cylindrique.